Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à votre émission Le Jury du dimanche. Vous le savez, la première radiovision du Sénégal, iRadio, votre chaîne de télévision préférée, ITV, et votre site de référence immedia.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Samba Aliba. Il est le directeur de cabinet de la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame Aminata Mbengue Ndiaye, et ancien directeur de cabinet de Feu Ousmane Tanor Dieng, qui était également à la tête de cette institution. Bonjour, Monsieur Ba. Bonjour, Mamadou. Vous êtes d'ailleurs le dernier directeur de cabinet du président Ousmane Tanor Dieng au Conseil des collectivités territoriales. Docteur en sciences politiques, vous avez travaillé dans le cabinet du maire de Paris, Bertrand Delanoë, et au Conseil régional d'Essonne en France. Vos spécialités, gouvernance et processus de décentralisation, coopération économique internationale, démarche et stratégie de financement des PME-PMI, politique de financement des équipements marchands des collectivités locales, financement de la politique de la ville. Monsieur Ba, nous sommes à la veille de l'installation de l'Assemblée nationale ce lundi 12 septembre. Quelle réflexion vous inspire cette 14e législature au regard des résultats du scrutin du 31 juillet? Bonjour Mamadou. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier du redoutable honneur que vous me faites. Comme vous le dites, il y a une première remarque ou analyse à faire, c'est que pour cette nouvelle législative, nous constatons une montée en puissance de l'opposition, qui est presque au coude à coude avec le pouvoir. Quels facteurs ont conduit à cela? À mon humble avis, je pense que le premier facteur peut être lié à la longévité de la coalition Benno, qui a subi les contre-coups des mauvaises passes que nous vivons et que nous continuons de vivre. Il y a eu la pandémie à Covid-19, nous en sortons à peine. Le conflit russo-ukrainien qui s'est internationalisé, ayant favorisé une inflation mondiale très aiguë. Et cela aussi a engendré, a intensifié les difficultés et les angoisses de nos concitoyens, qui naturellement imputent ces difficultés à la coalition au pouvoir. Ça peut être une première analyse, un premier facteur. Le deuxième facteur, à mon avis, c'est un facteur humain. Je m'explique. Au niveau de la base, nous de la majorité, parfois nous avons manqué de solidarité et de générosité. Nous avons par moments péché à des querelles un peu inutiles. Pensant, par exemple, je suis avec Mamadou, nous habitons dans une même contrée. Mamadou est investi. Je vois à Mamadou qu'il va bénéficier de ceci, cela. Automatiquement, au lieu de voir que ça, c'est la dimension nationale, on la ramène à la dimension locale, au lieu de faire. Parce que moi, je ne suis pas d'accord à ceux qui pensent que quand on fait partie d'une association, il faut l'assumer et il faut se battre. Donc nous avons vraiment péché par manque de solidarité entre nous sur le terrain. Et là, juste pour là où je vais en terminer, il s'y ajoute aussi le contexte très difficile des inondations. Vous me permettrez, j'en profite pour présenter mes condoléances aux familles éplorées et à nos compatriotes qui sont impactés négativement par ces inondations. Mais là où quand même c'est important, malgré tout ça, donc le contexte, inondation, inflation, Covid, contexte mondial très tendu. Très bien. Malgré ça, juste je vais terminer, malgré ça, le contexte était défavorable. Mais
le président a mis un point d'honneur et il a tenu à organiser les élections. Ça, je pense qu'il faut l'en remercier. Très bien. Alors, tout argument que vous avancez pour expliquer la majorité étriquée qu'a obtenue finalement Benno, 82 députés, c'est vrai, il y a après, entre-temps, le renfort de Pape Diop de Bokk Gis Gis, ce qui ferait 83 députés, une majorité absolue très étriquée. Face à l'intercoalition Yewwi Wallu, qui ne parle pas, c'est vrai, d'une seule voix, surtout sur la présidence de l'Assemblée, mais qui, quand même, a engrangé 80 sièges. Comment, ce lundi, vous appréhendez cette installation de cette nouvelle législature? Je l'appréhende avec beaucoup de sérénité, mais avec beaucoup de passion. Je m'explique. Pour la première fois, je pense aussi que notre pays va vivre la vraie démocratie, la démocratie parlementaire. Parce que c'est le fait que l'opposition et le pouvoir soient au coude à coude, ça augure aussi une bonne santé de notre démocratie. Nous avons une majorité, relative ou pas absolue, nous avons une majorité. L'opposition, comme vous le dites, plurielle, ce n'est pas une opposition unie. Rien n'exclut quand même un coup de poker de dernière minute, on ne sait pas. Mais telle que l'image qu'elle dégage, elle n'est pas unie. Parce que aussi, ça je pense que c'est bien de le montrer aux Sénégalais, que cette opposition qui se targuait d'être éthique, une fois arrivé au partage du gâteau, commence à se crêper des chignons. Et ça, je pense que c'est intéressant quand même de voir. Parce qu'il y a un gâteau à se partager. C'est parce qu'eux, ils ont un gâteau à partager. Parce que ce qui augure, si vraiment ils le font. Parce que ça, logique pour logique. Logique pour logique. Vous ne pouvez pas dire, ça c'est gestion gabegique, les institutions, ça c'est budgétivore, il faut diminuer. Nous, pas cumul de mandat, et vous arrivez, vous oubliez tout ça. Parce que quand même, je pense que c'est une répétition de le dire. Tout le monde sait combien gagne un groupe parlementaire, les dépenses. Mais si vous voulez vraiment aimer votre pays, vous dites déjà, mais commencez par le peu que vous dites. Parce que ce sont les petits ruisseaux qui font le fleuve. Vous voulez ce petit-là que vous économisez, ne serait-ce qu'un seul poste de groupe parlementaire, si vraiment vous croyez à ce que vous dites. Donc, ça, quand même, il faut prendre l'opinion sénégalaise à témoin. Est-ce que cette opposition-là, c'est une opposition véritablement républicaine ou une opposition de pouvoir? Oui, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil finalement? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais c'est ça qu'il doit y avoir une rupture maintenant, Mamadou. Vous voyez ce qui... D'où doit venir la rupture? Non, la rupture, c'est quoi? Ça fait la, un peu mal à l'aise. La coalition au pouvoir n'a pas également une part de responsabilité? Non, mais la coalition au pouvoir a fait le jeu démocratique. Et qui a été élu, on se souvient, justement en 2012 sur le thème de la rupture. Oui, mais la coalition a fait le jeu de la démocratie, qui a permis quand même à l'opposition d'avoir ce qu'elle a. Là où je parle de rupture, ceux qui sont à la gouverne, ceux qui gouvernent, eux, ils sont aux manettes. La rupture maintenant doit venir de ceux qui aspirent à diriger. De proposer autre chose. De proposer autre chose, mais de l'incarner. Il ne s'agit pas seulement de proposer, mais il faut l'incarner. Et l'incarnation commence d'abord par montrer aux gens, voilà, nous, comme le disent les Wolofs, nous, le peu de responsabilité que vous nous avez donné, on va commencer à être sobre. La bonne sauce reconnaît par sa saveur. Voilà, commence à faire ça. Mais si... Ou son odeur. Si on renvoie à l'opinion sénégalaise
que tout le monde est pareil, c'est Samba et Demba. On arrivera à un moment donné où cette classe, d'une manière générale, que ce soit pouvoir opposition, sera disqualifiée. Arrivera le règne des gens qui ne s'y connaissent pas, qui ramassent les choses. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut éviter. La politique, c'est vraiment sérieux. C'est pas histoire de, comment dirais-je, affaire d'enfantillage. Alors, je rappelle que vous suivez le jury du dimanche. Nous recevons Samba Aliba. Il est le directeur de cabinet de la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, ancien directeur de cabinet également de feu Ousmane Tanor Dieng. Vous êtes membre du Parti socialiste, donc membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors, il y a l'enjeu de la présidence de l'Assemblée nationale. Au niveau de Benno, on ne sait toujours pas qui sera le candidat de votre coalition. Qui, selon vous? Là aussi, c'est ça, là où le Benno a un leader. Nous avons un leader qui est Macky Sall. Nous nous sommes réunis en famille et nous avons retenu ce que nous avons retenu. C'est-à-dire? Ce que nous avons retenu, c'est en famille. Carte blanche pour le président de votre coalition. Oui, parce que, mais vous savez, quand je dis carte blanche, parce que c'est notre leader. Oui. On s'est réunis. On laisse les autres s'achamailler. Mais nous, on donne quand même la bonne leçon de montrer que voilà, au moment où vous vous chamaillez, nous, on est tranquille. Et si on était en train de vous divertir, ce que vous appelez chamailler? Oui, c'est ça. La stratégie de l'opposition, ce n'est pas de vous divertir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en off, que attention que l'opposition peut aussi nous faire un coup de poker de dernière minute. Mais quoique, même si l'opposition est en train de nous divertir, nous prenons les choses avec gravité et sérieux, vu le contexte tendu du pays. Nous pensons que nous ne sommes pas autant de chamailleries. Qui est votre candidat? Est-ce que ça ne devrait pas couler de source? Vous avez quand même une tête de liste qui a conduit les troupes, c'est Mme Aminata Touré, tête de liste nationale. Vous avez une majorité relative, vous êtes complété par Pape Diop, ce qui ferait 83 députés, une majorité absolue étriquée, comme je disais tout à l'heure. Mais est-ce que ça ne devrait pas couler de source qu'elle soit votre candidate naturelle? Mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait un candidat naturel? Pourquoi aller faire une déduction simpliste? La plupart du temps, c'est comme cela que ça se passe. Celui ou celle qui conduit la liste nationale. C'est-à-dire que... Et quand vous avez la majorité, les gens voilà, sont... Moi, je ne comprends pas les... C'est le candidat ou la candidate naturelle pour le perchoir. Moi, je comprends pas... Pourquoi cette fois-ci, ça devrait être différent? Non, mais je ne comprends pas les gens. Je vous donne un exemple. La tête de liste, c'était Mme Aminata Touré, une brave femme. Moi, je l'ai accueillie à Koungheul sous la pluie, pendant la campagne. Elle a fait la déclaration devant ma maison. Ça pleuvait. Elle n'a pas bougé. Elle s'est investie. Donc, elle a battu campagne, comme elle pouvait. Mais on a vu le contexte. Donc, Gatchengalam, comme on dit. Mais, est-ce que vous avez entendu Mme Aminata dire que je suis candidate? Est-ce que vous avez entendu un autre membre de la coalition dire que je suis candidate? Mais pourquoi vouloir être plus royaliste que le roi? Elle ne dirait pas non. On est en politique. Oui, ce n'est pas une question de royauté. Oui, on est dans une république. Oui, on est dans une république. Oui, mais c'est une façon de parler. Mais elle ne dirait pas non. Tout le monde sait qu'elle ne dirait pas non au perchoir. Oui, mais tout le monde sait. C'est très facile de se mettre à la place de l'autre. Parce que ça aurait été beaucoup plus facile, ce que veut l'opposition, ça aurait été beaucoup plus facile que aussi qu'elle nous divertit, qu'il y ait des chamailleries chez nous, qu'on entendait que ouais, mais Dieu est candidat, l'autre est candidat. Ça aurait été beaucoup plus facile. Mais le problème, nous, on est calme. Aucune information ne fuite. Et c'est ça qui intrigue. Et ça aussi, je comprends, ça peut intriguer aussi les journalistes friands d'informations, que ça soit...
Pourquoi cette cachotterie? Non, ce n'est pas une question de cachotterie. Dans une démocratie, les choses doivent être claires. C'est ça aussi qui est paradoxal au Sénégal, de toujours chercher à cacher. Quel est le problème de dire qu'un tel ou une telle est notre candidat ou notre candidate? Je vous explique, Mamadou. C'est pas une... Non, c'est très sérieux cette histoire. Ce n'est pas une question de cachotterie. Est-ce que cela ne se justifie pas par la majorité qui est serrée? On sait qu'il y a ce week-end un conclave des députés justement de Benno Bokk Yakaar à Saly. Il a été préconisé un convoyage de tous les députés le jour même de l'installation de l'Assemblée. Certains députés justement disent mais ils aimeraient bien rentrer chez eux le dimanche soir pour revenir frais et dispo le lundi matin pour les besoins de l'installation de l'Assemblée. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème de confiance, un problème de méfiance? Qu'est-ce qui le justifie? Là aussi, c'est une question. Oui, c'est une question, mais je réponds, je dis là aussi, certains, on dit. Mais... Oui, certains députés l'ont dit. Oui, oui, mais... Voilà, ils souhaiteraient bien rentrer chez eux. Ce conclave, oui. Pour vous dire que nous, on prend cette législative au sérieux. Il y aura une rentrée. Vous savez qu'il y a beaucoup de nouveaux députés. Hein? Cette législative-là, qu'on le veuille ou non, n'est pas comme les législatives passées. Nous sommes au coude à coude. Donc nous avons intérêt à bien outiller nos parlementaires. Non pas une question de manque de compétences, non, on les outille. C'est un séminaire de formation. D'accord, mais on les convoie aussi ensemble. Oui, mais ça c'est pour créer vous voyez que cette fraternité, c'est-à-dire que c'est des députés de Koungheul, députés de Fouta, de Kédougou, qui ne se connaissaient pas, avant quand même qu'ils viennent, c'est une bonne occasion de les réunir. Ces députés-là vont faire connaissance, mais en même temps, on va leur apprendre qu'est-ce que c'est qu'être député. Une occasion de les surveiller aussi? Non, on leur fait confiance. Ce n'est pas une occasion de les surveiller, c'est une occasion de leur montrer que vous êtes important. Que vous devez prendre votre rôle, votre fonction au sérieux. Parce que cette assemblée-là sera une assemblée de débat, une assemblée de combat. Parce que l'opposition ne va pas nous faciliter la tâche. Donc nous aussi, nous avons intérêt à outiller, à former nos parlementaires sur le plan communicationnel, sur la connaissance même de la République, de beaucoup de choses. C'est juste ça. Mais je vous assure, ce n'est pas un manque de confiance. Pourquoi votre candidat pour le perchoir ou candidate pour le perchoir serait meilleur que le candidat ou en tout cas du camp d'en face? Bon, vous savez, en ce qui concerne des jugements de qualification, ça je me garderai. J'ai beaucoup de respect pour les... Vous savez, en politique, vous savez, moi ce qui me désole un tout petit peu, on est arrivé à un stade où, si nous sommes adversaires, je ne reconnais plus vos mérites. Et ça, ce n'est pas parce qu'ils sont de l'opposition qu'il n'y a pas des personnes intègres chez eux. Il y a des personnes de qualité chez eux. Mais nous sommes de la majorité. Je ne regarde pas ce qu'ils font. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une majorité stable, d'avoir un bon président de l'Assemblée nationale qui connaît bien son rôle pour qu'on ait un pays, qu'on gouverne le pays dans la stabilité. Vous le masculinisez? Non, ça, je suis dans l'impersonnel. Très bien. bonne réponse. Voilà. Oui, quel bon profil justement après Moustapha Niasse pour la présidence de l'Assemblée nationale? Moustapha Niasse, qu'il faut rendre un vibrant hommage. Voilà des personnes qui ont donné toute leur vie à l'État, qui sont sacrifiées. Je pense que nous, nouvelle génération et génération qui suit, nous devons apprendre de ces gens-là. Et je suis sûr et certain qu'au sein de notre coalition, il y a des hommes et des femmes aussi bien valeureux et pris de valeurs d'éthique et de compétences pour occuper ce poste. Oui.
En face des noms qui circulent au niveau de l'intercoalition Yewwi Wallu, Mamadou Lamine Thiam du PDS, Birame Souleye Diop de PASTEF, Barthélémy Diaz de la coalition Taxawu Sénégal et Ahmed Aïdara également, du maire de Guédiawaye. Que pensez-vous de ces différents profils pour la présidence de l'Assemblée? Je ne me mêlerai pas à leur sauce, mais parmi eux, il y a deux qui cumulent déjà. C'est-à-dire? Ah, eux, ils disaient qu'ils ne cumuleraient pas. Oui, le cumul des députés, maires. Déjà, ils sont tous maires, ils sont tous et députés maires, en même temps. Députés en même temps. Plus maintenant la présidence de l'Assemblée. C'est ce que vous appelez un cumul maintenant, qui ne vous agrée pas. Moi, je ne suis pas là pour les noter. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup de respect pour ces candidats-là, notamment Barthélémy Diaz, qui était notre camarade. Oui, maire de Dakar. Maire de Dakar. Qui dit qu'il reste socialiste. Oui. C'est pour ça que je dis j'ai beaucoup de respect, mais nous sommes dans la majorité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre candidat. Vous ne serez pas malheureux que Barthélémy Diaz soit élu au nom de votre socialisme commun? Vous savez, en démocratie, si le jeu de démocratie se fait, il n'y a pas d'état d'âme ou de malheur. Nous, ce qui nous préoccupe en ce moment-là, c'est d'élire notre président, et ça ne plane l'ombre d'aucun doute que le président sera de Benno. Très bien. Ouais. Le président sera de Benno. Oui. Ou la présidente. Ou la présidente. Encore une fois, je suis dans l'impersonnalisation. Hein. Ce n'est pas parce que je dis le président que je présage un président. Mais à l'heure de la parité. Voilà. Bon. Parce que, moi, je vous donne juste un exemple. J'espère qu'on va en parler. À l'heure de la parité, je vous donne juste les défenseurs, justement, de la parité risquent d'être fâchés. Oui, mais vous parlez tout le temps de président de l'Assemblée nationale. Oui, mais là encore, il y a un débat philosophique il y a un vieux livre, The Gender, souvent il y a des gens même qui voulaient même qu'on transcende la féminité, masculinité ou tout ça. Vous dites que pourquoi, je pense que c'est un débat. Peut-être qu'on va en parler, le Haut Conseil. Par exemple, je donne l'exemple du Haut Conseil. C'est toujours un débat chez nous. Parce que dans le décret, on a dit Madame le Président. Et chaque fois qu'on a des invités qui disent Président, les féministes qui sont chez nous disent Présidente. Bon, on se maille tout le temps sur ça. Pour dire que on dit Madame le Président. Comme on peut dire Madame la Présidente, c'est pas vraiment c'est pas très méchant là-dessus. Alors, quelle est votre vision de cette législature qui va s'installer? Quand on fait un peu l'évaluation des différentes législatures, marquées, il faut le dire, et surtout la législature sortante, on l'a vu, des députés qui ont poursuivi pour trafic de passeports, d'autres passeports diplomatiques, d'autres poursuivis pour trafic de faux billets, d'autres accusés de viol, des scènes de violence et d'invective à l'Assemblée nationale. Quelle est votre vision de cette législature qui va s'installer en comparaison avec les autres? Vous savez, dans une famille, on a beau être un père vertueux, modèle, on a toujours des échappés solitaires. Tout ce que vous dites là, on n'aurait pas souhaité que cela ait lieu. Raison pour laquelle, à quelque chose, malheur est bon. Je pense qu'on a pris beaucoup de mesures par rapport à ça. Et quand ces choses-là sont arrivées, je pense que le pouvoir a été intransigeant.
Et raison pour laquelle, comme je vous l'ai dit, je vous revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que les gens font parfois des déductions très rapides. Vous avez convoyé les députés pour manque de confiance. Non. C'est un séminaire. On leur apprend le comportement que doit avoir un représentant parlementaire. On l'a formé sur l'éthique, sur la tenue et la retenue. Vous ne devez pas faire ça quand vous représentez le peuple. Leur dire que plus jamais ça. En tout cas, on ne veut plus que dans notre majorité, qu'il y ait ça. Voilà l'importance. L'éthique d'un parlementaire et dans toutes les fonctions, dans tous les pays, hein, ce que vous dites, ça existe un peu partout. Hein. On a vu dans des pays, entre guillemets, réputés démocratiques, ça s'est plus chamaillé hein, que chez nous. Malheureusement, nous, on ne voit que ce que l'on a, mais ça c'est en général, d'une manière générale, les assemblées, hein, c'est des lieux quand même où ça bouillonne, hein, pourvu que ça reste dans le débat d'idées, que ça ne vire pas au violent. Vous parlez beaucoup d'éthique, de valeurs, justement. Des personnalités politiques de premier plan sont accusées. Je reviens sur ces affaires de viol. Monsieur Sitor Ndour, qui est d'ailleurs de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui est aujourd'hui en détention, accusé de viol sur une jeune femme de ménage, d'ailleurs mineure. Il y a également le dossier Adji Sarr Ousmane Sonko. L'avocate de M. Sitor Ndour dit que elle est quand même très étonnée que le dossier de M. Sitor Ndour aille si vite. En un mois, pratiquement, toutes les phases de la procédure ont été utilisées, ce qui n'est pas le cas de cette affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Qu'en pensez-vous? Vous voyez là, Mamadou, permettez-moi aussi de vous... je suis un peu mal à l'aise du niveau où la politique, où nous en sommes. Pourquoi je vous dis ça? Ma fille, qui a bientôt 6 ans, j'ai regardé la télé et on parlait d'Adji Sarr, ma histoire de viol. Il m'a dit, mais papa, qui lu mu ko def? C'est tellement gêné. Il a 6 ans. Oui. Papa, qu'est-ce qu'il a fait? J'étais gêné quand je vois que maintenant, on ne peut plus, on ouvre la télé, on parle de viol, on parle de ceci, alors qu'il y a des questions. Vous êtes gêné par quoi? Par je le suis fait gêné. qu'on parle de viol et qu'il existerait parce que je prends des précautions, voilà. Qu'il existerait des affaires de viol, ou vous êtes gêné? Je suis gêné par le fait que dans le débat politique, on arrive à ce que maintenant ces histoires de mœurs sont le devant de l'actualité, qu'on parle plus de ça que des choses encore beaucoup plus sérieuses. Pour vous, ceux qui mettent ces histoires au devant de l'actualité ont tort? Ça, je suis gêné. Ont tort? Pour moi, je suis gêné. Et la justice dans tout ça? Non, j'ai dit je suis gêné de la médiatisation de ça. Oui. Par contre, pour revenir sur votre question, il faut quand même qu'on sache qu'est-ce que les gens veulent. M. Sitor Ndour, je ne lui souhaite pas ça. Il est présumé innocent. Jusqu'à présent. Tout à fait, ça aussi. Tant qu'il n'est pas jugé. Ça, il faut pas jugé et condamné définitivement. Oui. Tout comme aussi, c'est. Non, je vais venir sur l'affaire Ousmane Sonko, présumé innocent. Présumé innocent. Je ne pense pas qu'on pense que ça, c'est une affaire politique. C'est une affaire privée. Certes, c'est une personne publique qui a eu démêlé avec une personne privée. C'est normal que ça déteint plus rapidement sur l'espace médiatique. On diligente l'affaire, on commence à avoir des soupçons. Pourquoi c'est rapide? De l'autre côté,
Pourtant, on avait bien commencé aussi à diligenter. Effet bouclier, oui, c'est politique, c'est complot, oui. Voilà, mais vous savez qu'on n'est que des êtres humains. Des êtres humains. Vous savez, quand c'est les poètes arabes qui le disent, que quand l'être humain, quand insan est là, on est insan. Ça dit que ça, on peut parfois avoir des actes manqués. C'est pour ça que nos parents, tout le temps, tous les jours, demandent Soutoura. Maintenant, il s'est passé pour l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko, c'est pendant en justice. Là aussi, tout le monde sait que M. Sonko aurait, moi je pense, je lui aurais conseillé franchement que cette histoire-là, c'est abject. Je lui aurais conseillé que lui-même, qu'il presse qu'on vide cette affaire-là. Est-ce que ce n'est pas aussi un mauvais conseil? Est-ce que c'est à lui de presser? C'est à la justice de faire son travail? Non, oui. j'ai pas. Vous savez que droit, ceux qui font la justice, c'est des êtres humains comme moi, comme vous, qui... Il y a tellement de paramètres que aussi que les dossiers, la complexité d'un dossier, les viols, le dossier de Sitor Ndour peut ne pas être beaucoup plus facile à régler que celui de Ousmane Sonko, parce qu'on ne sait pas le juge, parce que la contestation du viol de M. Sonko est beaucoup plus violente, donc il faut quand même permettre à la justice de démêler le vrai et le faux. Difficile à partir de ce moment de dire que nous sommes tous égaux devant la loi et devant la justice. Ah bien sûr, bien sûr. Moi je pense honnêtement que nous sommes égaux devant la loi, parce que quand même, mais quand même je lui aurais donné un sage conseil, parce que tout ce problème-là, c'est parce que lui aussi, c'était un grand donneur de leçons. Barbu, je ne salue pas les femmes. Et après, vous vous trouvez sur cette histoire-là abjecte, parce que c'est difficile même d'expliquer aux marabouts ce qui se passe. Mais je pense qu'il faut qu'on change aussi nos comportements. Je rappelle que vous suivez le jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn. Samba Aliba, directeur de cabinet de Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye. Parlons de la nomination attendue d'un Premier ministre et la formation du gouvernement. Premier ministre qui a été restauré depuis décembre 2021. On attend toujours la nomination de ce Premier ministre qui va également entraîner comme conséquence la formation d'un nouveau gouvernement. Quel profil et quelle mission, selon vous, pour cette future équipe gouvernementale? Je pense que Mamadou, d'un prime abord, ce qu'il faut préciser, la nomination d'un Premier ministre relève exclusivement des prérogatives du chef de l'État. Mais le Premier ministre met en œuvre la vision et les politiques définies par le chef de l'État. À ce titre, je pense, vu l'expérience du président Macky Sall, dans ce contexte tendu et difficile, contexte, quand je dis contexte, c'est mondial, on peut lui faire confiance qu'il saura trouver la personne de la... Là, j'ai dit la personne, comme ça, on ne voit pas la personne de la situation. Mais, comme vous demandez mon avis, moi, à mon humble avis, je pense qu'il lui faudrait un Premier ministre qui est au fait, au bout des ongles, de sa vision, de la vision du président Macky Sall, de son programme, un technocrate, un haut commis de l'État
mais qui connaît bien la chose politique, qui a une expérience politique sur le terrain solide et qui maîtrise aussi le contexte international. Je pense que pour m'expliquer, dans ce contexte-là, il a besoin de quelqu'un, un grand commis de l'État, un grand technocrate, quelqu'un qui maîtrise bien l'État, qui lui est loyal parce qu'il met en œuvre sa politique, qui connaît sa vision, mais qui est un politique aussi, qui connaît le terrain, mais en même temps qui a une ouverture internationale, qui connaît le contexte international. Ce portrait robot renvoie à qui? Parce que dans ce contexte-là, choisir un technocrate qui ne connaît pas les réalités sociales, qui ne connaît pas la politique, ou un politique seulement qui n'est pas technique, pourrait rendre les choses beaucoup plus compliquées. Ce portrait robot renverrait à qui? Non, je ne suis pas... je donne, vous avez demandé mon avis. J'ai dit que je peux faire confiance au président de la République, mais mon avis, ça c'est mon avis, c'est le portrait robot que j'ai fait. Et ce Premier ministre, il serait socialiste alors? Une question à un socialiste. Alors, moi je pense que Mamadou, si nous, peut-être que on va y revenir en détail certainement, mais si nous voulons sortir le pays de cette situation, travailler, il faut qu'à un moment donné, qu'on sorte de cette Premier ministre socialiste ou Premier ministre libéral ou non, le président, s'il est compétent et que le président Macky Sall lui fait confiance, qu'il est loyal, il y a le problème. Qu'il soit socialiste, libéral ou l'essentiel qu'il soit compétent pour occuper la fonction. fonction. Vous avez quand même grandi un peu aux côtés de Ousmane Tanor Dieng, hein, sous son aile. Il n'est plus de ce monde, mais certainement vous avez été également au fait d'un certain nombre de choses, certaines confidences peut-être qu'il a eu à vous faire. Que pensez Ousmane Tanor Dieng de la fonction de Premier ministre? Alors, Ousmane Tanor Dieng, le président Ousmane Tanor Dieng, vu ma proximité avec lui, je suis toujours très ému de parler de lui. Moi, je l'ai connu en 1997 par l'intermédiaire de son beau-frère, Ibou Dione. À l'époque, on était à l'université Cheikh Anta Diop et j'étais élu au conseil d'administration du COUD et Ibou Dione me l'a présenté. Et on avait créé un mouvement. Mais je le connaissais, mais je n'ai eu de rapprochement avec le président Tanor qu'en 2000, quand nous avons perdu le pouvoir. Et c'est grâce à lui que je suis parti en France. Et en France, on sait bien. Je sais que le président Ousmane Tanor Dieng, parce que je l'ai quand même connu à l'époque où aussi Loum aussi était Premier ministre. Et je savais le respect qu'il avait à ça. Mais d'une manière générale, l'homme, c'est un homme qui respecte les institutions. C'est un homme de la République. Il respecte beaucoup la République. Et je vous fais peut-être ça c'est pas un secret, entre les deux tours, en 2012, quand le président Abdoulaye Wade l'a appelé pour lui faire une proposition. La proposition était très alléchante. Alléchante pour ceux qui sont imbus par les lambris du pouvoir. La vice-présidence. Par les lambris du pouvoir. Ouais. Et le président Tanor lui a dit, j'avais déjà donné ma parole, j'avais dit que si je ne suis pas premier, je soutiendrai celui qui est mieux placé. Donc pour vous dire que l'homme... D'accord. Sur la fonction de Premier ministre, qu'est-ce qu'il en pensait? Est-ce qu'il aurait préconisé sa suppression, par exemple, à un moment donné? Non, mais je pense que lui, il a, pour dire la vérité,
selon le président Ousmane Tanor Dieng, dans l'attelage gouvernemental, le premier poste de Premier ministre a sa place. Ouais. Il n'aurait pas suggéré sa suppression. À sa place. Alors, vous êtes aussi aux côtés de Mme Aminata Mbengue Ndiaye, qui est la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales aujourd'hui. Comment elle se porte d'ailleurs? Elle se On porte parle très un bien. peu de son état de santé, qui ne serait pas des meilleurs. Elle se porte... Vous savez, Mamadou, comment? L'être humain, nous tous, il nous arrive d'aller, même en temps normal, de faire un tour chez notre médecin. C'est chez nous seulement qu'on attend vraiment au lit pour aller se faire soigner. C'est normal, il avait quelques problèmes de santé, comme vous l'avez dit. C'est toujours est-il que quand on est un homme ou une femme publique, nos vies privées, c'est dans l'espace public. Mais alhamdoulilah, je rassure tout le monde, pas plus qu'hier, on s'est entretenu, je suis parti chez elle, elle est rentrée, elle est là, elle se porte comme un charme, elle a vraiment bien. Elle n'est plus en France, elle est rentrée Elle n'est plus en France, elle est rentrée, elle se porte comme un charme. Vous savez, Madame Aminata, elle a repris ses activités? Elle a repris, elle est vraiment... C'est une femme de devoir. Moi, elle m'a... de toute façon, étant avec Tanor sur la rigueur, mais elle, c'est une femme dévouée à la nation. Elle a donné toute sa vie à la nation. C'est une femme qui mérite d'être célébrée. Directeur de cabinet, donc, au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales, au moment où, justement, au sein de la classe politique, notamment l'opposition, qui n'a pas participé aux élections du 4 septembre, pense que cette institution elle est inutile, budgétivore, qu'il faut la supprimer. Vous répondez quoi? Vous savez, Mamadou, il faut à un moment donné, comme je le disais, qu'on arrive à dépasser certains débats. Vous savez, le Sénégal est partie prenante de la création du Haut Conseil des collectivités locales africaines, au niveau de l'UEMOA, de toutes ces structures-là. Et pour donner corps à cela et renforcer cette dynamique, je le rappelle aussi, qui avait été préconisée par les assises nationales. Malgré cela, le président Macky Sall a pris la précaution de le soumettre par voie référendaire, validé par le peuple, souverain. Donc pour des histoires politiciennes, on se met à dire qu'il n'est pas. Je vous donne juste un petit exemple, parce que ça, je l'avais noté, ça me... Oui. Entre 2017, sa création, et 2021, l'institution a réalisé 26 avis, déclinés en 548 recommandations, notamment sur l'amélioration de l'acte 3 de la décentralisation, la fonction publique locale, le statut du chef de village et du délégué de quartier, le dialogue et la solidarité entre les territoires, l'attractivité des territoires et des sites religieux et sa connexion avec l'employabilité des jeunes, les obstacles liés à l'accès à l'emploi des jeunes et les stratégies qu'il faut pour booster cela, l'articulation entre jeunesse, formation, emploi et promotion du civisme, changement climatique entre autres. Ainsi aussi, parler de l'inutilité de cette institution ne peut être que pure démagogie. Je vous donne un autre exemple, juste un exemple sur quelques avis que nous avons réalisés pour renforcer et réaliser les transferts de compétences financiers, réformer et rationaliser la fiscalité locale. Nous avions récemment proposé une enquête exhaustive de nos compatriotes de la diaspora. Vous avez vu que la campagne a démarré. Donc, je pense que il faut qu'à un moment donné qu'on ait des institutions stables. Une institution constitutionnelle, validée par référendum, il n'y a pas plus sérieux que cela. La HCCT, selon vous, n'est pas supprimée?
c'est un vide d'esprit. Ils font de la politique politicienne. Auriez-vous une préférence entre le HCCT et le Sénat, par exemple, qui a existé à un moment donné, qui a été supprimé? Vous savez, le Sénat, dans certains pays, aussi c'est la chambre des collectivités territoriales, comme en France et un peu partout. Ce qui veut dire que le Sénat fait à peu près la même chose, mais là, l'avantage du HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est une chambre qui est exclusivement dédiée aux collectivités territoriales. Vous préférez le HCCT au Sénat? Naturellement. Pas besoin de faire revenir le Sénat? Une institution validée par référendum, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête à tripatouiller, à changer, à revenir. Je pense que le président Macky Sall a été très visionnaire sur ce coup-là. Alors, votre tribune, je reprends juste un passage, vous l'avez publié il y a quelques jours. Depuis l'avènement du président Macky Sall, on entend de plus en plus d'acteurs du champ politique en fonction de leurs intérêts crypto-personnels plaider pour des retrouvailles de la grande famille libérale ou de la grande famille gaucho-socialiste. Alors, je parle surtout des retrouvailles de la famille socialiste. Sont-elles souhaitables de votre point de vue, puisque vous êtes, comme je disais tout à l'heure, du Parti socialiste? Vous savez, Mamadou, les idées que je développe dans ma tribune, c'est une conviction forte. Parce que il faut à un moment donné... On va y aller très rapidement. Très rapidement. Le temps est presque terminé. Le peuple sénégalais a transcendé les questions de gauche ou de droite. Si on prend l'exemple de la majorité présidentielle, il faut le rappeler, le Parti socialiste est membre fondateur de cette coalition. Et en 2019, il y a d'autres partis qui ont rejoint la majorité, RDL-ISL, MPD Liguey, après Réumi est venu, Bokk Gis Gis est venu. Cette majorité présidentielle, si vous faites l'analyse, est-ce que vous pouvez parler de gauche ou de droite? L'autre chose que les Sénégalais ont réglé, les Sénégalais nous ont dit, appropriez-vous de vos affaires endogènes, parce que ce qui est en vogue maintenant, c'est, on a même francisé les vocables, les concepts locaux. Benno, dans le Wallou, dans le Yewi, dans le Ar. C'est ça le problème. Pour vous, cette histoire de retrouvailles de la famille libérale ou de la famille socialiste, ce n'est pas un débat qui doit se poser. Ce n'est pas un débat qui doit se poser. Mais en même temps, vous préconisez, tout en faisant remarquer d'ailleurs, que Benno, aujourd'hui, paye le prix de ce que vous appelez d'abord, la disparition d'illustres figures de cette coalition, notamment Feu Ousmane Tanor Dieng et Amath Dansokho, coup de fatigue de certains de ses membres, manque de solidarité et des guerres de positionnement de ses membres, et vous appelez à une nouvelle coalition politique. Oui, parce que ce que je préconise là aussi, Mamadou, vous peut-être serez d'accord ou pas avec moi, en matière de politique, il faut savoir tuer pour renaître. Benno, tout le monde sait, parce que les partis qui avaient créé Benno, avec les autres qui ont rejoint, on est arrivé à un stade où on ne peut plus parler de Benno, on parle de la majorité présidentielle. Alors, la difficulté maintenant qui se pose, il faut qu'on ose aller plus loin. Ceux qui peuvent aller ensemble, avec affinité, je ne parle plus d'idéaux de gauche-droite, il faut créer une nouvelle structure de majorité présidentielle. Que vous appelleriez? Bon, dans ma tribune que j'ai appelée marque, mobilisation autour des actions républicaines et citoyennes, Taxawu Askan Wi. Taxawu Askan Wi pour remplacer Benno Bokk Yaakaar. Et marque, éventuellement, je fais des propositions. Parce que là, ça faciliterait une chose, Mamadou, vous me permettez. Si on crée une nouvelle majorité présidentielle, c'est une histoire de quotas. Nous, on a tant de quotas, on n'a pas. Ce sera réglé. Question de El Bouri John. Pourquoi le congrès du Parti socialiste n'a pas eu lieu jusqu'à présent? Qu'est-ce qui le justifie? Quand aura-t-il lieu? Est-ce que le PS aura un candidat en 2024? Commencez par ça, d'abord.
Est-ce que le PS aura un candidat en 2024? Le PS est dans une coalition. Et le PS ne souffre pas de complexe de réaffirmer son ancrage dans la coalition dont il est membre fondateur. Et il suivra la décision qui sera prise au sein de cette coalition là, par rapport à 2024, quel que soit le candidat. Là aussi, je vais faire mienne la réponse de Mme Aminata Mbengue Ndiaye. Quand elle disait, on lui pose la question, elle dit « Man mënuma ngénte doom bu juddoogul ». Cette question-là, arrivée à un moment donné dans la coalition, on va se réunir et trancher, mais on ne l'a pas encore tranché. Envisagez-vous de continuer votre alliance avec le président Macky Sall au-delà de 2024? Pourquoi parler d'alliance? C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut... En tout cas, de travailler, d'être ensemble. Oui, mais nous avons créé ensemble une coalition politique. Nous travaillons pour l'intérêt du pays, pour la stabilité du pays. Et 2024 n'est pas encore arrivé. Ouais. Et déjà présent, on veut qu'on anticipe sur ça. Votre congrès, ce sera pour quand? Alors, pour le congrès, là aussi, il faut... je rassure les camarades. Tout le monde sait les conditions qui font que jusqu'à présent, on n'a pas organisé le congrès. Le congrès, le président Ousmane Tanor Dieng, on sait pertinemment, suite à son rappel à Dieu, remplacé par Aminata Mbengue Ndiaye, parce qu'il ne faut pas qu'on soit démagogique, Mamadou. Quand elle est remplacée par Mme Aminata Mbengue Ndiaye, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant presque 1 an, vous ne pouvez pas quitter Dakar même pour aller à Thiès. Il y avait la pandémie, il y avait le confinement, tout ça, on ne pouvait pas le faire. Après les maintenant, il y a la crise russo-ukrainienne. Non, je ne prends pas ça pour exemple, pour excuse. Le congrès, c'est pour quand? Après la crise, c'est les élections. Maintenant que tout ceci est passé, connaissant Mme Aminata Mbengue Ndiaye, elle prendra sa responsabilité. Dernier sujet, le foncier. On va quand même dire un mot, parce que c'est une question d'actualité, notamment avec cet espace de 100 000 mètres carrés au niveau de l'ASEA, ex-École nationale d'économie appliquée. Finalement, le gouvernement a réagi pour dire que voilà, le foncier des universités ne sera pas aliéné. Il y a eu la polémique concernant aussi le foncier de l'hôpital de Dantec. Quelle est votre réflexion, puisque vous êtes au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales, sur la question foncière, dont la réforme est toujours attendue d'ailleurs? Vous savez, Amadou, depuis la nuit des temps, le foncier charrie toujours des passions. Et parfois aussi, il y a certaines informations qui circulent, qu'on fait circuler dans les médias ou dans les réseaux sociaux, sans pour autant que ceux qui font circuler ces informations. Mais là, quand même, c'est des informations avérées. Le gouvernement a même réagi, en tout cas, ce qui concerne les EA, pour dire non, ça ne peut pas se passer comme ça. Oui, c'est pour ça que je dis. Oui. C'est pour ça que je dis. Avant de s'acharner sur quelque chose, il faut aller à la bonne source. Non, il n'y a pas d'acharnement. Le fait est réel. Cet espace-là, on l'avait affecté à d'autres gens. Alors que ça appartient au patrimoine de l'université. Ça aurait été beaucoup plus dramatique que vous dites, voilà, que c'est fait, le gouvernement et l'Axis n'a pas. Le gouvernement a réagi, a rétabli la vérité. Je pense que la question foncière est réglée. Mais du moment que l'autorité qui devait parler a parlé et a rétabli la réalité, où se trouve le problème maintenant, Mamadou, entre nous? Merci, Samba Aliba. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet de la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, qui se porte bien. Vous dites qu'elle a même repris ses activités. Vous êtes le dernier directeur de cabinet de feu Ousmane Tanor Dieng au niveau du HCCT également. Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter ce jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn, justement pour votre site au texte. Cheikh Moussa Sarr à la photo, Pape Doudou Diallo, réseaux sociaux, Fatima Taba Birompouy, réalisation technique de cette émission pour la télé et la radio, Ibamar Sen et Sidignan. Rendez-vous dimanche prochain donc, entre-temps le Magal prévu jeudi 15 septembre. Bon Magal à toutes et à tous.